héritier de l'INPHP. Alors, ça est là, hein, c'est la ruche héritier. Merci Président, chers collègues, chers étudiants. La ruche héritier à élongation horizontale que nous allons présenter est une innovation pour l'optimisation apicole et culturelle. Mais la grande question qu'on s'est posée, c'est est-ce que les abeilles peuvent accepter cette nouvelle ruche? Et c'est ce qui fera l'objet de notre étude. L'exposé se fera selon le plan suivant. D'abord, les généralités qui vont nous amener à comprendre comment est-ce qu'on est arrivé à la ruche héritier. Puis, nous allons l'évaluer. Et ensuite, nous tirerons une conclusion et des perspectives. Comme on le sait, le miel est très prisé. C'est parce qu'il est sucré, il est sucrant et on lui prête beaucoup de capacités thérapeutiques. Mais de façon naturelle, le miel est difficile d'accès parce que les abeilles sont toujours perchées très haut dans les arbres. Alors, pour avoir du miel à portée de main, les hommes ont de tout le temps fabriqué des ruches traditionnelles qui étaient juste des creux au départ. Mais l'inconvénient de ces premières ruches, c'est que les rayons y étant confondus, on y récolte à la fois du bon miel, mais aussi du couvain, qui est l'ensemble des petites abeilles, le pain d'abeille qui est l'aliment du couvain, puis du miel qui est ici, qui n'est pas operculé, donc qui n'est pas mûr et qui est donc impropre à la conservation. Et puis parfois même on a des cadavres d'abeilles dans ce qu'on appelle le miel. Et puis finalement ce n'est pas un produit qui est pur. Alors il y a eu une idée d'amélioration de l'habitat des abeilles pour séparer le miel à récolter des autres produits de la ruche et puis pour augmenter aussi la production de miel. C'est ainsi que sont apparues les ruches divisibles verticales. À ce niveau, les premières ruches sont les ruches dites populaires. Il y a deux chambres. Une chambre des abeilles et puis un endroit de stockage du miel. Mais cela a donné ensuite l'inspiration à deux types de ruches connues à ces jours. Ce sont, comme vous vous en doutez, les ruches à élongation verticale, qui sont dites les ruches primitives, inspirées de plusieurs travaux, dont ceux de Dzierzon. Mais c'est le révérend Langstroth américain qui a breveté sa ruche Langstroth. Puis M. Dadin, qui est français mais immigré aux États-Unis, qui a fabriqué aussi sa ruche d'Adam, très connue en Europe, pendant que la ruche Langstroth est connue aux États-Unis. Et puis il y a d'autres ruches, la ruche Waré, la ruche Warno, etc. Mais le gros inconvénient, c'est que les rosses posent un problème parce que lorsqu'il y a le miel là-dedans, c'est difficile à utiliser, je veux dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Cela a donné libre cours à une autre ruche qu'on appelle la ruche horizontale qui n'a qu'un seul compartiment. Et cette ruche horizontale est dite TBH. Elle a une caractéristique importante, c'est qu'elle a une forme trapézoïdale. Pour la ruche américaine TBH, il y a des barres à hauteur. Et la ruche africaine qui a été découverte au Kenya en 1971, là il y a des barrettes à l'intérieur. Généralement, ces ruches sont très longues et très basses donc. Mais malgré le grand volume, il y a eu besoin d'augmenter la capacité du miel qu'on trouve dans ces ruches. Alors qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont eu d'autres idées que de revenir encore à l'élongation verticale. Parce que les ruches horizontales qui sont là, donc ça c'est la ruche Lyons, on y a ajouté une roche. Et la ruche kenyane qui était là, qui est de forme trapézoïdale, a été transformée pour qu'on puisse encore l'ajouter à d'autres choses. Donc finalement, ces ruches horizontales sont en train de devenir des ruches verticales. Alors qu'en réalité, dans la nature, les abeilles font leur miel de façon horizontale. Alors, la question que l'on s'est posée, c'est pourquoi ne pas faire des ruches horizontales carrément? Élongation horizontale, parce qu'on a envie d'augmenter la capacité en miel. Alors, l'autre question, c'est comment en faire une étude scientifique? Alors, la littérature nous dit que pour étudier une ruche, il suffit d'étudier la vitalité des abeilles qui se trouvent. Cela se fait de deux façons. La première, c'est de voir d'analyser les navettes. Donc on observe les ruches, les abeilles à l'entrée des ruches. Et puis on compte sur les allées et venues dans la ruche. Puis la deuxième manière, c'est de faire une analyse du comportement hygiénique. Là, il est question de provoquer et d'observer le nettoyage des cellules au niveau de la ruche. Alors, ceci étant, nous avons maintenant inventé notre ruche héritier. Alors, la ruche héritier, c'est une ruche
dont l'unité de base a 3 compartiments. Il y a le corps qui est là, qui est tout à fait comme les autres ruches verticales, c'est là où logent les abeilles. Puis nous avons des composantes latérales dans lesquelles les abeilles stockent le miel. À l'intérieur de chaque compartiment, de chaque composante donc, nous avons des cadres. Il y en a 19 au total, dont 2 fixes par compartiment. Et puis vous avez remarqué que chaque compartiment a forcément son toit. Maintenant, toute la ruche, quelle que soit sa longueur, n'a que deux fermetures latérales qui sont là. Là, ce sont des fermetures latérales de toute la ruche, quelle que soit sa longueur. Au niveau de l'agencement des cadres, les cadres ont été conçus de telle sorte que ces cadres-là se touchent au niveau supérieur afin que les abeilles ne montent pas comme dans les ruches verticales. Mais dans les autres côtés, il y a de l'espace entre les cadres afin que les abeilles puissent circuler et fabriquer aisément leurs alvéoles. Cet espace-là, c'est autour de 8 mm. Maintenant, pour le déplacement à l'horizontale des abeilles, nous avons réservé un espace qui est autour de 7 mm, mais qui pour les apiculteurs correspond à ce qu'on appelle le 10 bis. Donc à ce moment-là, les abeilles peuvent évoluer aisément dans cette ruche. Ceci étant, nous allons maintenant évaluer la ruche. Alors, il nous a fallu utiliser un certain nombre de matériels. D'abord, le matériel biologique que nous avons utilisé, c'est l'abeille Apis mellifera dans son nid, qui est très répandue en Afrique de l'Ouest, donc que nous connaissons tous. Puis, il a fallu utiliser des ruches de type Langstroth, comme ruche pour de référence, parce que c'est ce qu'on connaît. Et puis, nous avons utilisé, bien entendu, la ruche héritier. Il a fallu prendre un congélateur parce qu'il a fallu qu'on tue le couvert et puis qu'on voit après comment les abeilles vont s'arranger pour nettoyer. Et puis nous avons utilisé un minuteur. Bon, naturellement, comme ce sont des abeilles, on s'est protégé avec des outils d'abeilles, de l'apiculteur. Et puis bon, il a fallu un logiciel pour faire de l'analyse statistique. Alors la méthode utilisée a 3 étapes. La première, c'est de transvaser une colonie d'une ruche Langstroth à la ruche héritier, comme c'est une comparaison. On aurait pu attendre de prendre un autre essai, mais ce ne serait pas une vraie comparaison. Donc du coup, et après le transvasement, nous avons fait l'évaluation de l'activité externe qui a consisté à observer l'adaptabilité, est-ce que les abeilles sont entrées, est-ce qu'elles y sont, et puis après, est-ce qu'elles en sortent pour aller faire les activités de butinage. Et puis, ensuite, nous avons fait l'évaluation de l'activité interne. Il a été question, comme je disais tout à l'heure, de prendre une partie du couvert, de mettre cette partie du couvert dans un congélateur à moins 7 degrés pendant 24 heures, de la ramener dans la ruche et puis repasser 48 heures après pour voir ce qui s'est passé. Alors là, nous avons obtenu 2 résultats. Le premier résultat, c'est au niveau de l'activité externe. Nous nous sommes rendus compte que avant qu'on ne fasse le transfert, il y avait un certain niveau d'activité dans toutes les ruches. Et puis après le transfert dans la ruche héritier, il y a eu un autre niveau d'activité. Mais on s'est rendu compte qu'il y a une baisse d'activité. Bon, en fait, ce qui nous rassure, c'est que la baisse était générale. Bon, en fait, c'est expliqué par d'autres chercheurs qui ont dit que normalement, lorsque le climat est rude, les activités des abeilles baissent. Donc du coup, la ruche héritier aussi sacrifie à ce dogme-là, si on peut dire. Et puis, pour bien comparer cette baisse d'activité, nous avons fait ce qu'on appelait le taux de réduction des activités des butineuses. Qui nous a permis de voir que en fait, la réduction a été très forte au niveau de la ruche héritier, c'est de 75%, mais dans les autres ruches Langstroth, c'est de 71 et de 68,57%. Bon, mais on s'est rendu compte que statistiquement, il n'y a pas de grande différence. Et au niveau du deuxième résultat, qui est la mesure du comportement hygiénique, nous nous sommes rendus compte que dans la ruche héritier, les abeilles ont fait un nettoyage des taux de 93,33%. Alors que dans la littérature, les d'autres expériences nous disent que le taux de nettoyage est de 90%. Bon, naturellement, il va falloir expliquer. C'est certainement parce que, comme la ruche héritier est légèrement plus vaste que les ruches Langstroth, en tout cas le corps, il y a forcément beaucoup d'abeilles dans les ruches héritiers. Et ces abeilles, par synergie, ont collaboré pour nettoyer rapidement le couvert qu'on a apporté, qui est composé de cadavres. Et la bonne performance de la ruche héritier qui est de 93%, ben, nous fait dire que, en fait, pour le moment, la ruche héritier semble être une bonne ruche pour les abeilles. Alors, ceci étant, nous avons essayé de voir les avantages comparatifs. La ruche de type Langstroth que nous avons fabriquée ici
Nous l'avons fabriqué avec 3 compartiments à 37 000 francs, tandis que la ruche hydrique, ces 3 compartiments étaient fabriqués à 40 000. Au niveau de la production, on se rend compte que la ruche hydrique va jusqu'à en moyenne à 100 kg de miel au niveau des deux latérales, tandis que la ruche Langstroth, le type Langstroth que nous avons fabriqué, que nous avons expérimenté, nous donne au maximum 50 kg avec les 2 os que nous avons ajoutés sur le corps. Bon, ceci étant, nous avons envoyé la ruche irritée chez les paysans. Donc, ils sont en train de l'utiliser à leur manière. Nous leur avons dit comment ils devaient faire, mais ils sont en train de le prendre à leur manière. On les laisse faire comme ça parce que ça nous permet de voir un peu la réaction des paysans. Et finalement, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que les mesures de l'activité de bitunage et du comportement hygiénique de la colonie ont montré que la ruche irritée est aussi habitable que les autres ruches. Et puis, comme nous avons envoyé les ruches chez des paysans, nous espérons que cette étape de prévulgarisation va nous ouvrir des axes de recherche, surtout en matière de température dans les différentes composantes de la ruche, et puis en matière aussi d'évolution de l'humidité relative dans chaque composante de la ruche. Je vous remercie. Merci, héritier. Je vous en prie. Vous êtes de la maison.